Peut-on faire de la thérapie avec la psychologie sociale? En fait, derrière cette question, il y en a deux autres. C'est est-ce qu'on peut utiliser de la psychologie sociale en thérapie et est-ce qu'on peut faire de la thérapie quand on est diplômé en psychologie sociale? Je m'appelle Thibaut, je suis psychologue social et dans cette vidéo, je vais essayer de t'éclairer sur ces deux questions. Prends un papier, un crayon, on commence la séance. Si tu n'es ni étudiant ni psychologue, tu sais peut-être pas ce que c'est que la psychologie sociale, donc je vais t'expliquer brièvement. La psychologie sociale, en fait, c'est la branche de la psychologie qui étudie le comportement des individus en prenant en compte leur environnement social. Et quand je dis social, en fait, c'est à différentes échelles. Ça peut être la société, la culture et les normes qui vont avec, ou alors les personnes que l'individu fréquente, mais aussi ça peut être l'environnement familial, etc. Et quand on est diplômé en psychologie sociale, en fait, on travaille plutôt sur des groupes d'individus plutôt que sur des individus seuls, comme le fait le psychologue clinicien, c'est-à-dire celui qu'on va voir en général en thérapie. Donc le psychologue social, lui, va plutôt travailler pour des entreprises, des collectivités, voire des institutions comme l'environnement scolaire ou alors même l'armée. Et tout ça dans l'idée donc soit de comprendre les comportements, soit peut-être aussi de les changer. Par exemple, toutes les questions de discrimination dans la société, ou même au travail, même dans l'armée aussi, un peu partout. En fait, on peut avoir aussi des questions de mal-être au travail, ou alors aussi tout ce qui est développement durable, comment faire pour que les individus prennent plus conscience du tri des déchets, du changement climatique, etc. Mais il y a aussi des questions de santé. Certains individus prennent plus de risques en santé, d'autres moins. Comment faire pour aider ceux qui en prennent plus à justement réduire ces risques? Donc voilà, avec la psychologie sociale, on peut toucher à plein de champs à partir du moment où on prend en compte le fait que les individus peuvent être influencés dans leur comportement par l'environnement social dans lequel ils se trouvent. Bon, on vient de parler de psychologie sociale, mais maintenant, c'est quoi une thérapie et même une psychothérapie? Donc d'abord, il faut définir ce qu'est une thérapie. Une thérapie, tout simplement, c'est une façon de traiter un problème de santé. Donc voilà, il peut y avoir donc la chimiothérapie par exemple, il peut y avoir la zoothérapie, l'art-thérapie, la kinésithérapie, donc, et aussi la psychothérapie. La psychothérapie, elle consiste à traiter une souffrance psychologique avec une approche particulière. Et il existe plein d'approches. Par exemple, tu as dû entendre parler des TCC, ou alors peut-être de l'analyse transactionnelle, de l'EMDR, de la psychanalyse qui est très connue, etc. Il existe beaucoup d'approches. Alors les personnes qui font de la psychothérapie, on les appelle soit psychothérapeutes, soit psychopraticiens. Et ce n'est pas la même chose. Pour avoir le titre de psychothérapeute, il faut forcément avoir un diplôme de médecine ou alors de psychologie qui inclut donc une formation en psychopathologie, c'est-à-dire tous les troubles psychologiques qu'on peut connaître dans notre vie. Et donc il y a tout ce qui est troubles de la personnalité, mais aussi tout ce qui est anxiété, dépression, etc. Il y a beaucoup de choses à savoir et aussi il faut avoir fait un stage qui soit lié à ces connaissances. Donc le psychologue clinicien, c'est-à-dire le psychologue qu'en général on va voir quand on va pas bien, donc on va voir au cabinet, lui, par défaut si on peut dire, avec son diplôme, donc quand on est psychologue clinicien, on est aussi psychothérapeute. Il a donc le titre de psychothérapeute avec le titre de psychologue clinicien. Ce qui n'est pas le cas des autres psychologues, de ceux qui sont par exemple psychologues du travail ou alors psychologue social ou alors voilà, il y a plein de branches en psychologie comme je l'ai dit, mais le psychologue clinicien est le seul à avoir aussi le titre de psychothérapeute et donc à pouvoir faire des psychothérapies. Mais comme je l'ai dit, on peut faire aussi des psychothérapies sans avoir un diplôme en psychologie ou en médecine. Donc comme tu l'as compris, un psychologue peut avoir un diplôme qui n'est pas forcément de la psychopathologie, c'est-à-dire le clinicien, comme tu as tendance peut-être à connaître, mais on peut être aussi psychologue social, etc. Mais il faut savoir que donc, tous ces psychologues ont 5 années d'études, mais sur ces 5 années, ils ont tous fait en commun 3 années. C'est-à-dire que quel que soit le diplôme, donc la spécificité du psychologue, il a des connaissances en psychologie clinique, en psychologie sociale, en psychologie du travail, en neuropsychologie, psychologie du développement, etc. Mais aussi, surtout, dans tout ce qui est méthodologie. Donc, par exemple, donc, tout ce qui est questionnaire, observation, d'accord, mais surtout, ce qui nous concerne ici, c'est l'entretien. Quel que soit le psychologue, il a été formé pour faire des entretiens et aussi à mettre en place ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire instaurer un climat de confiance avec la personne avec qui on discute, mais aussi se mettre d'accord sur les objectifs, les méthodes, etc. Et ça, tous les psychologues ont été formés pour le faire. Autre point important, tous les psychologues, donc encore une fois, quelle que soit leur branche, se réfèrent au même code de déontologie.
c'est-à-dire tout ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, tout ce qu'il faut faire donc pour respecter la personne, pour respecter aussi la discipline. Donc connaître ses limites, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais aussi se mettre toujours à jour dans les connaissances en psychologie pour ne pas avoir des pratiques qui commencent à dater et on découvre qui ne marchent plus par exemple, etc. Donc voilà, maintenant que j'ai bien parlé de tout ce qui existe, des différentes branches de psychologie, de ce que c'est la psychothérapie, etc. Maintenant, je vais parler de concrètement la psychologie sociale et surtout les concepts de psychologie sociale qu'on peut utiliser en thérapie. Donc je ne vais pas parler de tous les concepts de psychologie sociale qui peuvent être utilisés en psychothérapie, mais ceux qui pour moi sont les plus importants et qui peuvent justement être très intéressants à utiliser dans le cadre d'une psychothérapie. D'abord, il y a toutes les questions de stéréotypes et donc de discrimination qui vont avec. Donc certaines personnes viennent en thérapie aussi parce qu'elles subissent beaucoup de discrimination. Alors elles en ont conscience ou pas. Des fois justement la discrimination c'est pas forcément quelque chose de bien visible. On peut la subir sans forcément bien la voir. Et ça peut impacter justement son bien-être. Il y a aussi le locus de contrôle, c'est-à-dire est-ce que le patient ou la patiente a l'impression que le contrôle dans une situation, il est en elle, c'est-à-dire elle a le contrôle, ou est-ce qu'elle a l'impression qu'elle subit toujours les événements. Donc on parle de locus de contrôle externe. Ça nous amène à la question de l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est-à-dire qu'à force d'être dans des situations répétées dans lesquelles on n'a pas le contrôle, typiquement des enfants par exemple qui ont été maltraités, on finit par ne plus chercher à avoir le contrôle et se contenter de subir les choses. Et ça se désapprend parce qu'en fait c'est simplement un apprentissage. Ça nous conduit au sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire à quel point une personne se sent capable de faire quelque chose, à quel point elle a confiance dans sa capacité à faire quelque chose. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit ou non capable, c'est plutôt comment elle ressent la chose. Donc par exemple, quand on vient en thérapie pour régler un problème, est-ce qu'on se sent ou non de régler ce problème et à quel point on se sent capable de le faire soi-même. Donc ça nous amène à la question du coping, qui en anglais veut dire to cope, veut dire faire face. Donc c'est-à-dire comment on fait face à un problème. En psychologie, on a tendance à dire qu'il y a deux sortes. Soit on se concentre sur le problème, soit sur l'émotion. Par exemple, pour les personnes anxieuses, elles vont plutôt se concentrer sur l'émotion, c'est-à-dire essayer d'éviter l'émotion. Donc pour ça, elles vont éviter toutes les situations qui peuvent causer de l'anxiété. Et de l'autre côté, on a donc le coping axé sur le problème, c'est-à-dire on va essayer de se concentrer sur le problème et notamment d'essayer de le faire disparaître. Donc par exemple, quand on vient en psychothérapie, c'est clairement ça, c'est qu'on n'est plus là forcément à vouloir éviter l'émotion, on veut carrément régler le problème. On a aussi la notion de comparaison sociale et temporelle. La comparaison sociale, c'est quand on se compare aux autres pour savoir en fait qu'est-ce qu'on vaut et qu'est-ce que valent nos opinions. Alors ça peut être plus ou moins bien, quand on se compare à moins bien que soi par exemple, ça peut nous rehausser, mais par exemple quand on se compare à des idéaux inaccessibles, par exemple typiquement on voit ça beaucoup dans l'adolescence, quand on se compare à des modèles qui sont mis en avant dans les publicités etc, des modèles de beauté qui sont inaccessibles parce qu'ils ne sont pas réels, ils sont retouchés. Rien que ça justement, ça peut jouer sur l'estime de soi par comparaison sociale. Ensuite il y a la comparaison temporelle. La comparaison temporelle, c'est à partir donc de ces comparaisons sociales, on va se créer un idéal pour soi. On va se dire « Ah, bah, j'aimerais bien être comme telle personne ou comme telle personne. » Et du coup, on va se créer un idéal de soi, donc qu'on voudrait atteindre dans le futur. Et donc, plus le temps passe, plus on va se rendre compte qu'on justement, on arrive à s'approcher de cet idéal ou on s'en éloigne. Et ça peut causer de la dépression et du mal-être. Le fait de se dire, bah, la vision idéale de moi, en fait, elle est inatteignable et du coup, bah, je vais jamais y arriver. Alors qu'est-ce que je vais devenir? C'était ce que je voulais être, etc. En psychologie sociale, on a aussi la question des statuts et des rôles sociaux. C'est-à-dire un rôle social, un statut et un rôle social, c'est en fait tous les rôles que vous pouvez avoir dans la vie. Vous pouvez être parent, vous pouvez être salarié, vous pouvez être consommateur d'un produit, vous pouvez être tout ce que vous pouvez être en fait. Et des fois, ces rôles peuvent entrer en conflit. Typiquement, le monde du travail et le rôle de parent, donc salarié-parent, ça entre souvent en conflit. Typiquement, par exemple, quand on doit aller chercher les enfants à l'école. Là, on est en conflit. Je dois finir un dossier, mais il faut que j'aille chercher ma fille à l'école. Et des fois, quand ça arrive trop souvent, ça peut vraiment causer un mal-être et limite arriver au burn-out. Donc, on peut venir aussi voir le psychologue quand on a en fait un conflit entre nos rôles sociaux. On a aussi la socialisation, donc surtout la socialisation genrée, c'est-à-dire comment on devient un homme ou comment on devient une femme, puisque c'est
notre environnement qui nous apprend à être soit un genre, soit l'autre, c'est pas inné. Donc des fois, ça aussi, ça peut causer une souffrance parce qu'on nous pousse vers une façon d'être qu'on ne veut pas être justement. Donc on peut avoir un conflit encore une fois et du coup venir voir un psychologue parce qu'on n'a pas forcément conscience que c'est ça le fond du problème et donc on est dans un mal-être total sur notre propre identité. Autre chose qui va être plus sur la psychologie de l'environnement, donc qui découle aussi de la psychologie sociale, mais qui est plus sur comment je perçois mon environnement, quels sont mes besoins par rapport à mon environnement physique et social. Et là, justement, par exemple, pour les couples, on a la notion de territoire. C'est-à-dire, ça se voit beaucoup quand on est adolescent, le besoin de territoire, je veux ma chambre par exemple. Mais dans les couples, ça peut causer des conflits. Par exemple, quand on vit ensemble, que tout le territoire représente le nous et qu'il n'y a rien pour le je. C'est-à-dire que où est-ce que le je se trouve dans ce territoire? J'ai besoin de mon petit coin, de mon petit temps. Et ça peut créer des conflits quand justement il n'y a pas moyen de se retrouver avec soi-même dans un territoire à soi. Comme j'en ai parlé, il y a aussi la question du burn-out qui est plus dans la psychologie du travail qui elle aussi repose sur la psychologie sociale. Donc le burn-out, ce n'est pas que l'individu qui est en cause. En général d'ailleurs, il est moins en cause que justement l'environnement social, donc c'est-à-dire l'entreprise, les conditions de travail, etc. Mais aussi l'environnement social à l'échelle société. Il faut travailler, être chômeur, c'est pas bien, etc. Voilà, tout ça, on a toutes ces injonctions qui viennent aussi jouer sur le mal-être au travail. Et enfin, en psychologie sociale, il y a beaucoup de modèles de changement de comportement qui présentent tous les facteurs qui peuvent être pris en compte, sur lesquels on peut jouer pour aider une personne ou un ensemble d'individus à changer, à accepter un changement, à faciliter un changement, etc. En fait, la psychologie sociale, justement parce qu'elle étudie l'interaction entre des individus, des groupes, des individus et l'environnement social, elle est beaucoup en lien avec ce qu'on appelle la thérapie interpersonnelle, justement. Donc comment nos relations jouent sur notre bien-être. Et ça, c'est une thérapie qui existe et il y a beaucoup de choses en psychologie sociale qui viennent, enfin qui y font écho en fait. Donc voilà, là si je résume tout ce qu'on a pu se dire, pour le moment on sait qu'on peut utiliser de la psychologie sociale en thérapie, que les psychologues ont 3 années sur 5 d'études en commun et qu'il n'existe pas une approche pour faire de la thérapie, mais qu'il en existe plein plein plein. Donc il y a plusieurs approches parce que justement une seule en général ne suffit pas pour régler tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans le cadre d'une psychothérapie parce que certaines approches sont plus efficaces sur certains problèmes et d'autres sur d'autres. Donc pendant la formation, le psychologue qui est clinicien, ou n'importe quel psychologue de toute façon, est formé dans une approche particulière, une ou certaines, mais justement il ne va pas voir toutes les approches qui existent. Donc tout psychologue doit continuer à se former après l'obtention de son diplôme. Il continue à se former donc, dans des formations, mais il continue aussi à se former tout seul en regardant justement, en lisant des articles pour voir ce qui se fait maintenant, ce qui sort, ce qui a pu être découvert, ou alors ce qui peut venir contredire ce qui a pu être appris pendant la formation par exemple. Et au-delà donc des approches purement psychologiques, le psychologue va aller fouiller aussi dans d'autres domaines. Par exemple la médecine, quand vous avez une patiente qui vient vous parler d'un syndrome prémenstruel, il faut savoir ce que c'est. Si vous êtes une femme, vous avez plus de chances de savoir, mais si le psychologue est un homme, il a intérêt de se renseigner aussi sur tout ça. On va aussi aller fouiller dans tout ce qui est sophrologie, tout ce qui est bien-être, méditation, pleine conscience, etc. pour aider le patient ou la patiente à réduire son stress par exemple. On va aussi regarder ce qui se fait en sociologie, encore une fois, pour voir comment l'environnement social peut impacter la personne, mais aussi aller piocher quelques outils de coaching quand la personne elle veut, en parallèle de travailler quelque chose de profond, elle veut des résultats là tout de suite, des petits trucs en fait. Donc on peut vraiment, enfin il faut aller piocher en fait un peu partout. Le psychologue c'est vraiment un couteau suisse, il a vraiment une boîte à outils, pas avec une seule approche, il va regarder plein de choses, sinon il va être limité en fait dans l'aide qu'il peut apporter. Donc le psychologue clinicien, même s'il est formé en psychopathologie et pour faire des psychothérapies, il va se former encore après à d'autres choses. Et ça, c'est tous les psychologues. Le psychologue social, il va faire pareil. Mais la différence, c'est que le psychologue social, lui, il n'a pas eu de cours de psychopathologie pas aussi profond qu'a pu avoir le clinicien. Donc, pour faire des thérapies, des psychothérapies, il lui faudrait refaire une formation en psychopathologie, justement tout ce qui est connaissance des troubles psychologiques, et un stage qui va avec, et donc se former sur une ou plusieurs approches vraiment axées sur l'individu cette fois, et pas sur les groupes comme justement le précise sa spécialité. Donc, pour répondre aux deux questions de départ, est-ce qu'un psychologue
donc clinicien, peut utiliser la psychologie sociale dans une thérapie. Oui, tout à fait, il a même intérêt à le faire, je dirais, parce que on est forcément lié à notre environnement social, on n'est pas complètement isolé, même les personnes qui sont agoraphobes sont liées à cet environnement social, même de façon indirecte. Donc on a intérêt à prendre en compte des concepts de psychologie sociale pour mieux comprendre l'individu et sa problématique. Et est-ce qu'un psychologue social peut faire de la thérapie? Oui. En tout cas, il peut faire de l'accompagnement psychologique, mais il ne peut pas faire de la psychothérapie tant qu'il n'est pas formé aux psychopathologies et peut-être aussi à d'autres approches plus individuelles, car sa formation, comme je l'ai dit, est plus axée sur des ensembles d'individus. Mais, comme je l'ai montré aussi, il y a beaucoup de concepts en psychologie sociale qui aident à comprendre les problématiques individuelles. Au final, quel que soit le diplôme du psychologue, donc ils sont tous psychologues, mais qu'il ait une approche clinique ou sociale, ce qui compte le plus, en fait, c'est plus sa personnalité que son approche, que ses connaissances, parce que des connaissances, il va continuer à en acquérir toute sa vie, donc ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Par contre, sa personnalité, elle lui est propre. Donc, on entend souvent, bah non, ce psychologue, moi, je ne le sens pas, alors qu'il y en a un autre avec le même, il va vous dire, ah bah, moi, je me sens vachement bien avec. Voilà, c'est vraiment des interactions, mais il y a aussi des psychologues. Un mauvais psychologue, c'est un psychologue qui n'a pas d'empathie. Et là, c'est pas forcément un truc qu'on va apprendre dans notre formation. Notre formation va plus être théorie, méthodologie, mais on va pas nous apprendre à avoir une personnalité. Donc, la personnalité joue beaucoup aussi. Donc, ce qui fait un bon psychologue aussi, c'est sa personnalité, sa capacité d'écoute, sa capacité d'empathie, etc. Et surtout sa capacité à s'adapter à la personne qui est en face, même s'il est formé pour une approche certaine. Si la personne en face n'est pas réceptive à cette approche, eh ben, le psychologue, il va aller en chercher une autre pour mieux adapter justement la thérapie à la personne qui est en face de lui. Donc j'ai parlé des concepts de psychologie sociale qu'on peut utiliser en psychothérapie. Si ça t'intéresse, j'ai pour projet de faire une petite formation en ligne au courant de l'année 2022 sur justement ces concepts qu'on peut utiliser en psychothérapie pour les expliquer dans quel cas on peut les utiliser, etc. Alors c'est encore en état de projet. Si tu veux me suivre ou suivre le projet, savoir s'il va se faire, s'il ne va pas se faire, à quel moment il va se faire, n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram. Puis voilà, comme ça tu seras mis au courant de l'actualité et aussi des vidéos YouTube d'ailleurs au passage. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Cette vidéo, elle t'a aidé à voir plus clair sur ces questions et n'hésite pas à laisser des questions justement si tu en as encore dans les commentaires en dessous. J'y répondrai ou alors j'y répondrai dans une autre vidéo justement s'il y a assez de matière à travailler, s'il y a souvent la même question qui revient. Moi aussi, ça me permettra de faire des vidéos pour répondre aux questions que vous vous posez. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!